Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Les Bleus ont retrouvé le chemin du Stade de France avec une large victoire face au Japon. Plus d'1 an après le traumatique quart de finale perdu face aux Springboks, les partenaires d'Antoine Dupont ont expié leurs péchés et chassé les fantômes de Saint-Denis. Malgré le score flatteur et de superbes actions, est-ce que cela va être suffisant pour le duel la semaine prochaine face aux All Blacks? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais vous dire merci pour votre engouement et votre soutien sur mes 2 dernières vidéos, mes vidéos que j'ai faites après plus de 3 mois d'absence. Ça m'était jamais arrivé et je pensais pas que j'allais avoir autant de visibilité dès mon retour, donc merci d'être toujours là. Aussi, comme les matchs de la tournée sont diffusés sur TF1, je vais devoir un petit peu changer la manière dont je monte et dont je vous présente les vidéos et les images des matchs, parce que TF1 est beaucoup plus sourcilleux sur le droit de ces images. Il va donc falloir que j'utilise des extraits plus courts et davantage de capture d'écran pour éviter de me faire striker, donc j'espère que ça va quand même vous convenir. Bon, sinon, 8 essais, 50 pions, la tournée commence sous de bonnes augures. Les Bleus étaient très attendus pour leur grand retour au Stade de France, et même si le score est logique et qu'on pouvait s'y attendre, je pense quand même qu'on peut s'en féliciter, parce que on a eu un peu l'habitude avec ce 15 de France là d'avoir des matchs de reprise où les Bleus s'empêtrent un petit peu face à des adversaires pourtant plus faibles sur le papier, mais ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu et à clairement affirmer leur domination. Là au moins ça a été plutôt clair, quasiment chaque erreur japonaise a été sanctionnée d'une contre-attaque française assassine. Car oui, c'est bien des contre-attaques que sont venues les occasions tricolores. Les Japonais ont perdu beaucoup de ballons, 23 à en croire les statistiques, ce qui est pas mal hein. Surtout face aux flèches françaises que sont Bielbiaré, Atisogbe, Dupont et consorts. Pour cela, les Bleus ont mis leurs grosses pattes dans les rucks, où les Japonais, moins forts physiquement, étaient plutôt vulnérables. Les Japonais ont parfaitement intégré à leur philosophie de jeu le fait qu'ils étaient moins forts physiquement, moins costauds, et que ce n'est pas par le défi physique frontal que viendrait leur salut. Eddie Jones a donc affirmé avoir pour ambition de faire du Japon l'équipe la plus rapide qui soit dans la planète rugby, la plus rapide surtout en termes de rythme, visant à ce que le ballon vive le plus possible avec des rucks ultra rapides, et on a vu ces stats en fin de partie qui sont assez marquantes je trouve. 77% de rucks rapides pour les Japonais, donc des rucks où le ballon reste au sol entre 1 et 3 secondes. C'est vraiment impressionnant. Parce que déjà, au-delà de 50% de rucks rapides, ça commence à être pas mal. Mais là, 77%, les 3/4 du match, c'est vraiment beaucoup. En fait, les Japonais tentent d'amener une autre forme de défi physique qui ne mise pas tant sur les muscles que sur le cardio. Et on a vu qu'en fin de seconde mi-temps, il y a des Bleus qui ont eu du mal à tenir le rythme et qu'il leur était difficile de constamment se replacer, se remettre en jeu pour défendre. Et on a vu aussi que dans les dernières minutes, dans les 10 dernières minutes, il y avait beaucoup moins de possession française, 24% seulement, 76% pour les Japonais, ce qui montre le fait qu'on avait du mal à mettre la main sur le ballon, à venir bien se replacer en défense pour justement mettre la pression sur l'attaque nippone. Mais le problème pour les Japonais, c'est qu'à tout miser sur cette stratégie-là, dès que t'as un petit coup d'arrêt, dès que le ballon est un peu plus lent, là tu laisses l'équipe adverse te mettre la pression avec des gabarits plus imposants qui viennent te foutre le bazar dans les rucks, et il y a eu beaucoup de ballons qu'ils ont perdus comme ça au sol. Les Japonais ont davantage porté le ballon, ont réussi à enchaîner des séquences plutôt longues, là où le jeu tricolore s'est essentiellement basé sur des ballons de turnover et des contre-attaques. Une petite statistique que j'ai relevée, 8 phases. 8 phases, c'est le nombre maximum qu'on a utilisé pour marquer un essai. Sinon, c'est entre 0 et 3 phases. Je rappelle qu'une phase, c'est un ruck, c'est un passage au sol. Je pense que les Bleus avaient confiance dans leur défense à en voir le choix constant de Dupont sur ses sorties de camp, de laisser le ballon dans l'aire de jeu, de ne pas trouver la touche, de laisser les Japonais relancer, parce que les Japonais s'appuient très peu sur le jeu au pied, ne mettent pas beaucoup de coups de pied de pression, ne mettent pas beaucoup de coups de pied d'occupation. Vraiment, tout ce qu'ils aiment, c'est surtout lancer le jeu à la main. Et en fait, je pense qu'ils avaient confiance dans le fait que, allez, on vous laisse le ballon, faites mimus comme ça pendant quelques séquences, et dès que ça ralentit, là par contre le ballon, c'est à nous, on le reprend, on va chercher les couloirs, Louis Bielbarré, rasant, essai. Alors ça va poser une question, est-ce que ce match est une préparation suffisante pour affronter la Nouvelle-Zélande? Parce qu'au final, les Bleus n'ont pas été vraiment dans la difficulté et n'ont peut-être pas tant travaillé que ça. Et même pour mon analyse, quand j'ai écrit, c'était assez difficile pour moi d'avoir des éléments concrets à vous montrer, tant chaque ballon de récupération créait automatiquement une occasion d'essai. On peut néanmoins observer 2 choses. D'abord, clairement, Dupont a des fourmis dans les pattes. Il avait vraiment envie de jouer, il avait envie de s'amuser. Samedi, on sentait qu'il ne tenait pas en place. Notamment en faisant jouer beaucoup autour des regroupements, avec sa spéciale je pars sur le côté, je te regarde dans les yeux, tandis que je lâche une chistera à l'aveugle dans l'intervalle au bord du ruck. Ça a beaucoup marché contre les Japonais, pas sûr que ce soit aussi facile contre les All Blacks. Et aussi, on a pu voir la volonté affichée de vite gagner les couloirs, donc le long des touches, notamment pour trouver Louis Bielbiaré, qui a pour arme sa vitesse et son jeu au pied rasant, qui ont amené à 2 occasions d'essai concrètes. Mais à part ces 2 éléments que je vous détaille, difficile d'en tirer vraiment quelque chose, je trouve. Parce que, comme je l'ai dit, les Bleus n'ont pas eu à enchaîner plus de 8 phases d'affilée. Après, peut-être que c'est cohérent de se baser sur un jeu de contre-attaque quand on voit ce que la Nouvelle-Zélande a proposé face à l'Irlande. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les Néo-Zélandais ont marqué l'exploit de faire tomber l'Irlande chez elle pour la première
première fois depuis 2021. Je rappelle que les derniers à l'avoir fait c'était nous, et qui se sont en plus payé le luxe de monopoliser les ballons en dominant la possession à près de 60%. Face à une équipe comme l'Irlande qui adore justement capitaliser sur la possession, qui adore garder le ballon, c'est quand même une sacrée prouesse. Donc si les Blacks sont capables d'être aussi solides dans ce secteur, c'est peut-être pas une mauvaise chose de pouvoir rentabiliser les quelques ballons qu'on parviendra à glaner. À condition cependant qu'on soit aussi beaucoup plus présent dans les regroupements, parce que je trouve qu'on a été un petit peu léger dans le secteur dans les soutiens, avec plusieurs ballons qui ont été laissés sans couverture. Ça marche quand t'as un Dupont qui est ultra rapide, ultra présent pour éjecter dans la foulée, qui colle au ballon vraiment, et aussi quand c'est le Japon en face, mais face aux All Blacks, c'est quand même pas la même chose. Surtout que je rappelle qu'ils ont des gratteurs qui sont bien spécialisés dans le domaine, Savea, Aumua, CTC, va falloir être présent quand même, c'est pas pour rien qu'ils ont réussi à dominer les Irlandais dans le jeu au sol. Autre secteur qui m'embête un peu, c'est la défense. Alors à première vue, je trouve que la défense a été assez cohérente, justement j'ai bien aimé l'activité qu'ont eu nos centres notamment, qui ont beaucoup plaqué, qui ont été souvent très présents pour s'adapter à l'attaque japonaise, mais on subit quand même 8 franchissements. 8 franchissements, c'est vraiment beaucoup de la part du Japon. Alors certes, ils concrétisent pas après en bout de ligne, mais si tu concèdes 8 franchissements face à la Nouvelle-Zélande, tu peux être sûr que sur les 8, il y en a 6 qui sont convertis en essai. Et pour la peine, j'aimerais revenir sur l'essai du japonais Tatekawa, parce que je trouve qu'il est très bien construit. Ça part déjà d'une mêlée dans leur 22. Le Japon est une équipe très joueuse, qui ne dispose pas d'artilleurs de classe mondiale pour jouer au pied, et qui mise beaucoup sur le jeu à la main, on le sait. Les Bleus le savent également, mais je pense que là, ils s'attendent pas à ce que les Japonais relancent depuis leurs 22 mètres, sachant qu'ils sont menés 38-0. La défense française, elle monte pas forcément très vite parce qu'elle s'attend à ce qu'il y ait un jeu au pied, mais Riley va défier, il va chercher l'intervalle entre Gaëton et Moefana. Déjà là, ça sent pas très bon parce que les deux centres français sont fixés dans la zone et c'était jamais bon d'avoir deux centres qui sont immobilisés lorsque tu es en défense, parce que généralement c'est quand même ceux qui vont te réguler ta ligne défensive. Mais pire que ça, en fait, il y a 5 3/4 français sur 7 qui sont monopolisés dans la zone, soit Dupont, Ramos, Bielbiarré et les deux centres donc. Et on pourrait même rajouter les deux troisième lignes Boudéan et Aldrit. Donc en somme, les joueurs les plus mobiles de l'équipe quoi. C'est logique parce qu'on part d'une mêlée, je le rappelle, donc les troisième lignes sont les plus mobiles, sont les premiers à venir se détacher pour alimenter la ligne défensive. Et cette concentration va pas s'arranger et va s'accentuer avec en plus un départ au ras de l'ailier qui relève dans la foulée, puis ensuite Himeno le 6 qui va venir défier au près avec une course inversée. Ensuite, nouvelle phase et là, c'est chaud, puisqu'on retrouve une attaque japonaise placée face aux joueurs les moins mobiles de la mêlée française, soit la première ligne et le 5. Ce sont aussi des joueurs qui sont moins à l'aise dans la défense sur les larges espaces et qui sont plus à même de venir croquer un leurre par exemple. Il suffit alors pour les japonais que d'une simple cut d'eau pour venir débloquer tout ça. Cut d'eau, pour faire simple, cut c'est un terme pour dire une course inversée qui vient couper la défense, tandis que do c'est juste une passe dans le dos du mec qui vient couper. Voilà, je vous mets le schéma comme ça, vous comprenez. Donc une simple cut d'eau mais qui est bien réalisée, le leurre il arrive au bon moment, il vient immobiliser Tatafu, il vient aussi monopoliser Meafu qui est fixé sur le porteur de balle, ce qui crée d'emblée un décalage avec un 4 contre 2 parce que Moefana est pas encore dans la ligne là. Mais comme il voit le danger, il se précipite pour alimenter en bout de ligne pour sécuriser le couloir, mais en fait la porte elle est pas là, elle est pas en bout de ligne, elle est au niveau de Tatafu la porte, puisqu'il est gêné par le leurre et donc il est trop court pour reprendre Riley à temps. La prise d'intervalle est bonne, la passe au contact aussi, et malgré le bon plaquage de Barré, le ballon ne passe même pas par le sol, et Tatekawa s'offre une chevauchée en terre promise. Tout ça pour dire que ce match face aux Japonais n'a été qu'une mise en bouche, les All Blacks vont arriver avec des intentions, avec un plan de jeu qui est de plus en plus huilé, ils ont fait tomber l'Angleterre à Twickenham dans les derniers instants il y a 2 semaines, avant de vaincre ce week-end l'Irlande sur cette terre. Autant vous dire que la confiance là, elle commence à être au max côté All Blacks, contrairement à ce que je pouvais sous-entendre il y a quelques semaines dans ma vidéo d'analyse. Oui, les choses vont vite. En plus, je pourrais rajouter qu'ils ont été très peu sanctionnés contre l'Irlande, seulement 5 pénalités concédées. Nous, là, contre les Japonais, 10. Voilà. 5 contre l'Irlande, nous 10 contre les Japonais, on a des choses à régler. Cependant, ils vont être privés de plusieurs cadres. Sam Cane et Mark Telea ont été blessés ce week-end. Il y a aussi Cody Taylor et Boden Barrett qui sont toujours, je pense, en protocole commotion. Donc ça commence à faire pas mal de cadres out pour la réception le week-end prochain. Ça reste le All Blacks, attention. Hein. Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. Je pense qu'on va avoir droit à un match de très haut niveau. Maintenant, on va passer au top et au flop. Mais avant ça, juste un petit mot pour vous dire que si vous aimez ce que je fais et que vous voulez me le faire savoir, le meilleur moyen c'est de s'abonner, de lâcher un petit pouce bleu et de m'écrire un commentaire. Et puis pour les plus aisés et ceux qui ont les moyens, vous pouvez aussi me lâcher un petit pourboire en cliquant sur le bouton merci juste là sous la vidéo. Bon, pour les tops, d'abord j'aimerais mettre en avant Thomas Ramos qui a assuré au poste d'ouvreur, très juste dans son animation et notamment dans ses diagonales très précises. Je pense qu'il a pris une bonne option sur le numéro 10 pour cette tournée. J'étais pas fan de l'idée initialement, vous le savez, mais je m'avoue plutôt convaincu. Meafu aussi est à créditer pour son activité, 14 ballons portés, c'est le tracteur de l'équipe et j'ai hâte de le voir jouer face à son pays natal la semaine prochaine. Pour finir, Movaka,
quel joueur. Parfois un poil dans le surjeu, il veut être partout à la fois, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut lui en vouloir? Le type pourrait littéralement jouer à tous les postes, talon, 8, ailier, pas de problème. Il s'est régalé et il nous a régalé. Je pense qu'en ce moment, il est dans une forme assez inédite et c'est une très bonne chose en vue du test qui s'annonce. Enfin, petite mention à la paire de centre que j'ai trouvé très propre dans ses choix, très active, présente au soutien, rigoureuse en défense. J'ai vraiment aimé cette paire Moefana Gaiton qui mérite, je pense, qu'on la revoie bientôt. Tout comme je salue l'entrée très solide de Michael Guillard et de Paul Boudéan qui ont insufflé pas mal de dynamisme dès qu'ils sont rentrés en jeu. Et puis aussi, sans forcément détailler, j'ai apprécié le match de Jean-Baptiste Segros et du centre japonais Riley. Concernant les flops maintenant, je pense qu'on était nombreux à attendre une réaction d'orgueil de Mathieu Jalibert puisqu'il a été mis sur le banc au profit de Thomas Ramos et force est de constater que cette réaction a vite pris l'eau avec cette interception. Pourtant, le choix initial était plutôt bon, avec un ballon de contre-attaque à jouer et la ligne japonaise totalement désorganisée, peuplée uniquement d'avant au plein milieu du terrain. Là, sur cette image, on voit qu'il fait face à des joueurs lents uniquement. De deuxième ligne, un talonneur et évidemment Tatafu. Son enjeu est donc de rapidement convertir ce ballon en essai en allant faire briller ses flèches dans le couloir puisqu'il est avec Dupont et Atisogbe. Il va donc d'abord prendre de vitesse le talonneur et les deuxièmes lignes japonais pour aller fixer Tatafu, puisque je pense que s'il se contente juste de passer, la ligne japonaise peut avoir le temps de glisser et de venir récupérer en bout de ligne. Par cette prise de vitesse, par cette course et par ce redressage juste à la fin, il permet de fixer tout le monde. Et la décision de passer n'est donc pas si mauvaise parce qu'on voit qu'il y a un 3 contre 1 à jouer et surtout, regardez le comportement de Tatafu, il est en train de tourner ses épaules vers Jalibert comme s'il allait le plaquer. Généralement, c'est ça qui motive le fait de passer ou non pour le porteur de balle. S'il a les épaules tournées vers toi, ça veut dire qu'il va le plaquer et que tu dois faire la passe. Sauf que le japonais évolue avec Jalibert en club et donc je pense qu'il doit te connaître un petit peu et connaître son comportement ballon en main, qu'il anticipe, qu'il réussit avec pas mal de chance à intercepter et c'est assez désastreux pour le mental de Jalibert qui vient juste de rentrer. Et par la suite, il a forcément pris beaucoup moins de risques et s'est contenté juste de passer des plats et de distribuer autour de lui. Donc pas facile mentalement je pense, là j'attends une réaction face à la Nouvelle-Zélande pour qu'il puisse un petit peu balayer tous les doutes qu'on émet à son égard. N'hésitez pas à me faire part de vos tops et de vos flops en commentaire. Maintenant on va passer au traditionnel geste d'or et boulette d'or avant de finir la vidéo. En geste d'or, j'aimerais mentionner les coups de pied rasants de Biel Biarré qui amènent à 2 essais. Dans le même registre, il y a les diagonales de Ramos qui elles aussi amènent à des situations d'essai. Et idem pour les Chistera à l'aveugle de Dupont autour des rucks. Et dans un genre plus défensif, j'aimerais mettre ce beau tampon de Michael Guillard qui a dû le mettre sur des bons rails juste après son entrée en jeu. Pour la boulette d'or maintenant, évidemment, il y a Jalibert qui se fait intercepter et essai, mais j'aimerais aussi mentionner Léo Barré qui d'abord oublie totalement Atisogbe sur cette action, puis juste après, vraiment un temps de jeu après, nous gratifie de cette passe dégueulasse pour personne, ce qui annihile totalement l'occasion d'essai. Il s'est bien illustré sur cette séquence là. Et dans le même registre péché de gourmandise, il y a le capitaine Dupont qui lui aussi préfère la jouer solo plutôt que de lâcher la gonfle pour Atisogbe. Je sais pas ce qu'il aura fait à Atisogbe, mais en tout cas, on n'a pas l'air de vouloir lui faire la passe en ce moment. En tout cas, j'espère qu'il va vite se remettre. Il a quitté le terrain suite à une blessure au genou. A priori, c'est le ligament latéral interne, donc c'est pas le plus grave des ligaments. Ça prend 1 mois et demi, 2 mois normalement si c'est bien soigné. Donc on lui souhaite de vite se rétablir. Voilà, à vous de me dire vos préférés en commentaire. On arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, le commentaire, tout ça, tout ce qui peut permettre à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir regardé. Bye l'Ovalie.